Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise écologique. La crise écologique, c'est une extinction rapide et massive de la biodiversité. Et c'est ce qui se passe à l'échelle planétaire, comme en témoigne l'évolution de l'indice de la planète vivante, qui montre une érosion de plus de 50% sur les 40 dernières années. Alors, présenté comme ça paraît particulièrement alarmant. Mais en fait, c'est la 6e crise biologique depuis la naissance de la Terre. En revanche, c'est la première qui est d'origine anthropique. Ça veut dire que c'est la première dont les hommes sont responsables. Et aujourd'hui, on a particulièrement conscience de cette responsabilité. Et cela se traduit par de nombreux débats au niveau de la société. Comme en témoigne le nombre d'articles mentionnant le terme biodiversité publiés dans le quotidien Le Monde. Entre 1990 et 2015, nous assistons à une explosion de ce sujet sur la scène médiatique. Alors, tous ces débats ne sont pas restés lettre morte et ils ont conduit à de nombreux programmes politiques au niveau international comme national. Pourtant, malgré la prise de conscience, malgré les débats et malgré les actions politiques, les indicateurs de la biodiversité restent particulièrement alarmants. Alors, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est que pouvons-nous faire face à cette crise? Et pour cela, je vous propose une petite expérience de pensée. Alors, pour cette expérience de pensée, il faut imaginer que vous êtes responsable d'un territoire, et plus particulièrement d'un territoire de montagne, où il y a, en aval de la vallée, une grande ville, qui est le poumon économique de la région. Et puis, en amont de la vallée, il y a un petit village qui est aujourd'hui isolé, avec des riverains qui sont assez mécontents parce qu'ils mettent trop de temps pour pouvoir rejoindre la grande ville. Alors vous, en tant que responsable, vous avez la possibilité d'améliorer le sort de ces riverains en construisant une route. Et là, vous avez 3 options. Soit vous faites une route par la vallée, soit vous faites une route qui passe par un tunnel, ou bien vous faites une route qui passe par le col, alors qui est moins rapide que les 2 précédentes, mais qui est quand même plus rapide que ce qui existe aujourd'hui. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous choisiriez? Est-ce que vous choisiriez de ne rien faire? Ou est-ce que vous choisiriez de construire une route? Et si oui, quelle route? Alors, je vous invite à noter dans le coin de votre tête l'option que vous choisiriez comme ça, spontanément, avant que nous y réfléchissions ensemble. Alors, si c'est bon, je vous propose donc de réfléchir ensemble à comment nous pourrions effectuer ce choix. Alors, tout d'abord, pour pouvoir effectuer ce choix, il faut comprendre comment fonctionne ce territoire. Parce que sur ce territoire, il y a de la vie, il n'est pas inerte. Il y a par exemple des arbres qui poussent en fonction de la qualité des sols. Et puis ces arbres, ils vont donner des conditions d'humidité, des conditions de luminosité. Tout ça, ça va créer des conditions pédoclimatiques qui vont être favorables à certaines espèces. Et c'est le cas par exemple de certains chevreuils qui s'épanouissent dans cette forêt. Et puis le haut de la montagne présente des conditions pédoclimatiques qui sont certes plus rudes, mais qui peuvent être favorables à d'autres espèces. C'est le cas, par exemple, de l'ours. Alors aujourd'hui, nous connaissons le fonctionnement des écosystèmes, leurs équilibres et dynamiques, grâce aux sciences de la Terre et du vivant. Et puis, dans ce territoire, il y a des hommes. Ces hommes, ils ont une dynamique propre également. Et par exemple, cette belle forêt avec ses beaux arbres et ses beaux chevreuils attire pas mal de touristes. Alors, en réponse à ces touristes, un petit malin de la grande ville a eu l'idée d'ouvrir un restaurant d'altitude. Alors, lui, typiquement, il a pris une décision qui va dépendre du coût de la main-d'œuvre, du prix du terrain, et puis du nombre de touristes qu'il espère avoir. Mais tous les mouvements humains ne résultent pas de décisions économiques. On a par exemple des pèlerins qui considèrent la montagne comme sacrée et qui aiment aller se recueillir dans une chapelle en haut de la montagne. Aujourd'hui,
Ces dynamiques sociales sont étudiées par les sciences humaines et sociales. Et en fait, en combinant les sciences de la Terre et du vivant avec les sciences humaines et sociales, nous pouvons avoir une connaissance du fonctionnement des socio-écosystèmes, c'est-à-dire des systèmes qui intègrent à la fois les éléments naturels et les éléments humains. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert, cette connaissance ? Eh bien, cette connaissance est essentielle, parce que ça va me permettre de comprendre les conséquences des différentes options qui s'offrent à moi. Alors, reprenons notre exemple, et puis prenons la première route qui passe par la vallée. Cette route va conduire à un déboisement partiel de la vallée qui va impacter la population de chevreuils. Avec une superficie plus réduite et avec moins de chevreuils à l'intérieur, cette forêt est moins attractive d'un point de vue touristique. Du coup, le nombre de touristes va diminuer, ainsi que l'activité du petit restaurateur. Voici donc le territoire que nous obtiendrions si nous choisissions l'option « route par la vallée ». Considérons maintenant l'option « route par le tunnel ». Alors, ce tunnel n'affecte pas du tout la zone forestière. En revanche, lorsqu'il a été construit, ce tunnel, il a déstabilisé les sols. Et aujourd'hui, certaines parties de la montagne sont risquées à cause d'éboulis. Et bien sûr, pas de chance, le terrain sur lequel est construit le petit restaurant est sujet à ces éboulis. Le restaurateur se voit donc dans l'obligation de fermer son restaurant, et ce, bien qu'il y ait encore des touristes à restaurer potentiellement. Mais le restaurateur n'est pas le seul à faire les frais de ce tunnel, puisqu'en fait, les pèlerins qui considèrent la montagne comme sacrée sont complètement mécontents de voir leur montagne sacrée percée en son sein, comme ça. Voici donc le territoire que nous obtiendrions si nous choisissions l'option « route par le tunnel ». Et puis enfin, la troisième option, qui est la route par le col, qui n'affecte ni la zone forestière ni les pèlerins, mais qui, comme vous le voyez, affecte la zone de reproduction des ours, qui voient donc leur effectif diminuer. On se retrouve donc avec 4 options qui vont conduire à 4 territoires ou 4 socio-écosystèmes différents. Alors, quel choix effectueriez-vous maintenant que vous avez cette nouvelle connaissance ? Est-ce que ce choix est identique à celui que vous aviez fait spontanément au début de la conférence ? Et puis, est-ce que ce choix vous semble plus facile maintenant que vous avez accès à cette nouvelle connaissance ? Alors, figurez-vous que je ne serai pas du tout surprise si vous trouvez que ce n'est pas forcément plus facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces connaissances, elles nous permettent de comprendre les conséquences de nos actions. Mais elles ne permettent pas de juger ces conséquences. Elles ne permettent pas de dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est préférable ou qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, pour cela, il faut comprendre les moteurs sous-jacents à nos décisions. Et ces moteurs, ils se trouvent dans des valeurs. Alors, une valeur, c'est ce qui va guider mon choix, parce que c'est digne d'intérêt pour moi. Parce que ça va m'apporter, par exemple, de l'utilité, de la satisfaction ou du revenu. Alors, ces valeurs, elles n'existent pas comme ça dans la nature. Ces valeurs, elles émanent d'un jugement humain. Alors, je vous propose de revenir à notre paysage et de regarder où est-ce qu'il y a des humains susceptibles d'avoir des valeurs. Alors, il y en a un certain nombre. Et commençons par les riverains de la petite ville qui étaient mécontents. Alors, quand on dit qu'ils sont mécontents, en fait, implicitement, on dit qu'ils attribuent une valeur au temps perdu dans les transports. Parce qu'au lieu de perdre du temps dans les transports, ils pourraient faire autre chose qui leur apporte plus de satisfaction, comme être avec leurs enfants, aller courir ou même travailler éventuellement. Ainsi, pour eux, un bon choix, ça va être un choix qui minimise le temps passé dans les transports. Et puis, nous avons ces touristes qui aiment aller dans la forêt. Implicitement, cela signifie qu'ils attribuent une valeur récréative à cette forêt. Mais ces touristes ne sont pas les seuls à attribuer une valeur à la forêt.
En effet, l'activité économique du petit restaurant dépend indirectement de cette forêt. Pourquoi? Parce que cette activité dépend de la présence de touristes qui, elle-même, dépend de la présence de la forêt. Ainsi, le restaurateur attribue une valeur d'usage indirecte à la forêt. Et puis, nous avons ce pèlerin, comme on l'a vu, qui considère la montagne comme sacrée, ou qui, en d'autres termes, attribue une valeur spirituelle à la montagne. Et pour finir, imaginons un riverain qui vit dans la grande ville, qui ne va jamais dans la campagne aux alentours, mais qui, malgré tout, attribue une valeur d'existence à l'ours. Cela signifie qu'il a conscience que l'ours existait dans cette campagne avant sa naissance, et qu'il a envie que l'espèce continue à exister au-delà de sa mort. Alors, que faisons-nous maintenant avec ces valeurs? Comment faire un choix? Eh bien, pour faire un choix, il faut en fait combiner le moteur des décisions avec les conséquences des différentes options. En d'autres termes, il faut combiner les valeurs avec la connaissance sur le fonctionnement des socio-écosystèmes. Pour illustrer le procédé, je vous propose de revenir à notre expérience de pensée et de prendre d'abord une seule valeur, la valeur d'existence de l'ours. Alors, on regarde les conséquences des différentes options sur l'ours et on voit que l'option qui est la route par le col n'est pas satisfaisante. Je vais donc l'exclure. Ainsi, un bon choix, cohérent avec la valeur d'existence de l'ours, sera une des trois autres options. Je peux complexifier et rajouter une deuxième valeur, par exemple la valeur du temps perdu dans les transports. Alors, la première option, qui n'est pas de route, n'est pas satisfaisante de ce point de vue-là. Je vais donc l'exclure. Il me reste donc deux options disponibles si je veux satisfaire ce binôme de valeurs. Et ainsi de suite. Alors, je rajoute une troisième valeur, qui va être la valeur récréative de la forêt, et je me rends compte que l'option par la vallée n'est pas satisfaisante. Alors là, vous me voyez arriver. Plus je rajoute de valeurs et plus je prends le risque que je n'ai plus d'options disponibles pour faire un choix satisfaisant mon ensemble de valeurs. Et c'est le cas si je rajoute la valeur spirituelle de la montagne. La dernière option n'est pas satisfaisante. Je me retrouve donc dans une situation qui semble bloquée, avec aucune option disponible. Alors, comment faire un choix dans ce cas-là? Je vous propose de réfléchir à cette histoire de valeurs. Les valeurs, c'est ce qui va guider notre décision et ce qui est important pour nous. Mais peut-être que certaines valeurs sont plus importantes pour nous. C'est ce qu'on appelle les valeurs fondamentales. L'idée, c'est alors de refaire le même raisonnement, combiner connaissances et valeurs, mais en se focalisant sur les valeurs fondamentales. Alors, comme on ne tient pas compte de toutes les valeurs, on ne peut pas encore faire un choix. Mais en revanche, on peut déterminer quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle un domaine de viabilité. Un domaine de viabilité, c'est l'ensemble des options qui sont satisfaisantes du point de vue des valeurs fondamentales. Reprenons notre exemple. Réfléchissons aux valeurs et imaginons que la valeur fondamentale est la valeur d'existence de l'ours. Ainsi, je vais éliminer l'option qui n'est pas satisfaisante et, en corollaire, déterminer mon domaine de viabilité, qui est ici construit à partir de trois options. Il s'agit ensuite de se focaliser dans ce domaine de viabilité et de refaire le même raisonnement, combinant connaissances et valeurs, en intégrant les autres valeurs, mais en se focalisant dans le domaine de viabilité. Alors vous allez me dire, oui, mais on a vu tout à l'heure que ces valeurs n'étaient pas compatibles, certaines d'entre elles sont antagonistes. On va être dans la même situation. Et c'est vrai, on ne va pas pouvoir faire un choix directement. Il va d'abord y avoir un processus de négociation entre les différents porteurs des différentes valeurs. De là va émerger un choix qui va être au sein du domaine de viabilité. Et c'est en ce sens que ce sera un bon choix, parce qu'on sera sûr qu'il va satisfaire les valeurs fondamentales. Dans notre exemple, nous reprenons le domaine de viabilité. Nous intégrons les trois dernières valeurs. Émerge un processus de négociation, par exemple entre le syndicat du tourisme et le syndicat de la restauration. Et puis, un choix émerge. Ce choix ne peut pas satisfaire l'ensemble des valeurs. Mais comme il a lieu au sein du domaine de viabilité, on est sûr qu'il va vérifier la valeur fondamentale qui est ici
la valeur d'existence de l'ours. Alors, pour conclure, je vous propose de revenir à notre question initiale, que pouvons-nous faire face à la crise? Moi, je pense que face à la crise, on peut faire quelque chose d'essentiel. On peut choisir. Nous avons vu que le choix était la combinaison de 3 éléments. La connaissance, les valeurs, dont certaines sont fondamentales, et un processus de négociation pour arbitrer entre les valeurs antagonistes. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Du point de vue de la connaissance, nous avons beaucoup progressé. Nous connaissons bien, depuis une trentaine d'années, le fonctionnement des socio-écosystèmes. Et puis, nous avons de fabuleuses instances de négociation. Elles ne sont pas parfaites, mais elles commencent de plus en plus à se développer, comme par exemple la COP21. En revanche, ce qui manque, à mon avis, c'est un vrai débat explicite sur les valeurs. Alors, pourquoi je dis explicite? Parce qu'en fait, ces valeurs, elles existent. Parce que s'il n'y avait pas de valeurs, il n'y aurait pas de choix. Mais aujourd'hui, elles sont cachées, elles sont encapsulées. Elles sont encapsulées soit dans la connaissance scientifique, qui vise à donner des solutions clés en main aux décideurs politiques, ou bien encapsulées dans les processus de négociation, et donc colorées de rapports de force. Pourtant, un vrai débat explicite sur les valeurs nous permettrait d'avancer face à la crise, et ce, pour 3 raisons. Tout d'abord, on se rendrait compte qu'il y a des valeurs avec lesquelles on est d'accord, et cela permettrait d'augmenter le degré d'adhésion à certaines mesures politiques. Parce qu'aujourd'hui, certains programmes politiques sont perçus comme des contraintes. Mais en fait, si on explicitait les valeurs qui sont sous-jacentes, on se rendrait compte que ce n'est pas des contraintes, mais la conséquence naturelle de valeurs avec lesquelles nous sommes en accord. Le deuxième point, c'est qu'on se rendrait compte qu'il y a des valeurs sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais les expliciter avec précision permettrait, à mon avis, d'avancer sur la compréhension et la gestion de cette crise. Et enfin, expliciter ces valeurs nous permettrait de sortir d'une position passive face à la crise pour adopter une position active. Parce qu'en fait, face à la crise, on peut faire vraiment ce que l'on veut. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Mais il faudrait seulement que l'on comprenne ce que l'on veut. Parce que c'est la condition sine qua non pour construire une nouvelle réalité avec laquelle nous serions en accord.